Bienvenue à tous dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Tsipora, qui est praticienne bien-être, thérapeute Conjugale et familiale. pardon, et qui a créé avec des amis le quart d'heure bien-être, qui est un groupe Facebook sur lequel vous retrouvez plein d'astuces pour simplement vous sentir mieux avec des interventions qui ont lieu tous les jours et qui vous font découvrir plein de pratiques, des intervenantes différentes, vraiment voilà, tout plein de choses. Et je vous mettrai le lien d'ailleurs en dessous de la vidéo pour que vous n'hésitiez pas à aller jeter un coup d'œil. Mais avant ça, je vais laisser Tipora se présenter. Bienvenue à toi et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Anne-Claire. Bonjour, bonjour à tous. Alors oui, je suis donc praticienne en relation d'aide et thérapeute conjugale et familiale. Je suis installée sur Colmar en libéral depuis 2003, mais je suis dans la relation d'aide depuis bien plus que ça. Officiellement diplômée depuis plus de 25 ans et officieusement depuis bien plus longtemps. Parce que la relation d'aide, c'est quelque chose dans lequel, petite fille, j'ai infusé, puisque mes parents, pas du tout exerçant dans la relation d'aide, mais un kibbutz à la maison, quand il y avait besoin, il y avait toujours une tasse de café prête pour tout le monde. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je connais depuis petite. Alors du coup, avant qu'on fasse cette interview, tu m'as parlé de ta boîte à outils et de tout ce que tu utilises aujourd'hui pour aider les gens de différentes façons. Comment c'est venu finalement tout ça en presque 30 ans d'activité ou en tout cas d'être vraiment tourné vers les autres? Qui tu accompagnes aujourd'hui? Comment tu pratiques? Comment tu arrives à mêler tous ces outils pour arriver à apporter le maximum à ces personnes? Et comment tu as réussi petit à petit finalement à te développer toi en apportant cette aide et ce mieux-être aux autres? Alors ça a commencé très tôt parce que en sortant donc du bac, j'avais envie d'être juge pour enfants. Donc j'ai fait carrière juridique et judiciaire et à la fin de l'année, il y avait un stage et je l'ai fait au tribunal pour enfants de Colmar. Et je me suis rendu compte que c'était pas de ce côté-là du bureau que j'avais envie d'être, ça ne m'intéressait pas du tout. J'avais envie d'être travailleur social. Donc, à la fin de ce DUT, j'ai embrayé sur un diplôme d'éducateur spécialisé. À Strasbourg, on est très formé sur l'inconscient, sur l'individu, mais il me manquait tout l'aspect de la relation qui, pour moi, est vraiment très important. Et donc, allez, même pas peur, j'ai embrayé sur 4 ans de formation en analyse systémique. L'analyse systémique est très développée chez nos voisins européens et en France, ça commence à peine. C'est une lecture de la problématique ou des situations, mais par le prisme de la communication, de la relation et des interactions. Ce qui, à mon sens, est beaucoup plus adapté quand tu travailles en relation d'aide, par exemple, en tant que travailleur social. Et à la fin de la deuxième année, donc sur 4 ans, bien, je me suis installée en libéral. J'ai eu l'accord effectivement de ma formatrice, Francine Free, puisque j'étais formée donc à Récif à Strasbourg. Et du coup, ça a été en fait, tout ce parcours a été une évidence. Tout ce parcours, ça a été comme un entonnoir qui se resserrait, qui était juste, voilà, une évidence. En fait, j'ai presque envie de dire, l'univers me mettait sur la route les bonnes choses au bon moment. Et donc, je me suis installée. Pendant que j'étais éduque, j'ai aussi travaillé avec des femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Donc, je travaillais dans un centre d'hébergement. Je me suis installée donc en libéral. J'ai pu continuer un peu de travailler à côté, mais tout en gardant mon activité. Et puis les choses sont venues au fur et à mesure. Ma boîte à outils, ça a donc été l'analyse systémique. L'avantage de l'analyse systémique, c'est que ça laisse libre cours à la créativité. Donc en fait, tu sens les choses, tu fais les choses. Chaque outil, que ce soit mes foulards, que ce soit mes bouchons, que ce soit aujourd'hui les petits bonhommes. Je me suis amusée à acheter des bonhommes que j'ai peints parce que je suis en train de faire une formation en constellation familiale. Enfin, chaque outil est pensé différemment avec les personnes parce que tout est métaphore. C'est-à-dire qu'à un moment, les mots ne suffisent plus. Et donc, on va utiliser des supports, ce qu'on appelle dans notre jargon des objets flottants, pour permettre aux personnes qu'on accompagne d'avoir accès à un autre niveau de langage. Et donc la systémie, des formations en énergétique, parce qu'après, j'ai découvert que j'avais… Enfin, une amie m'a dit que j'avais quelque chose, et au fur et à mesure, ça s'est développé. La découverte de Ho'oponopono. Ça te dit quelque chose, Ho'oponopono? Ok. Donc, très brièvement, hein, c'est pareil, pas anodin, hein, c'est de la thérapie familiale
ancestrale hawaïenne, et donc ça reste dans mon registre, hein, thérapie familiale. Et donc Ho'oponopono qui a aussi permis d'alimenter une autre manière, et donc l'énergétique, et maintenant la constellation familiale. Ça fait 8 ans que j'attends de faire cette formation. Et ça y est, j'ai mon boulevard qui est ouvert. Je vais, sauf quand le Covid est là, je vais une fois par mois à Paris retrouver un super groupe de collègues. Et Covid étant là, eh ben, on fait plus de Zoom que de présentiel. Mais voilà, les choses, elles sont évidentes, elles arrivent au fur et à mesure. Est-ce que tu as Voilà. un type de personne aujourd'hui qui vient te voir? Qu'est-ce que tu abordes peut-être le plus dans les personnes qui viennent à toi? Comment s'organise, enfin, et s'est développée d'ailleurs ton activité au fur et à mesure de toutes ces années? Alors, je dirais qu'il y a eu un temps où je travaillais, donc j'étais vacataire au service d'aide aux victimes, maintenant au tribunal de grande instance de Colmar, jusqu'à ce que la loi change, puisque je ne suis pas psychologue clinicienne, hein, j'ai un parcours différent. Je suis reconnue psychothérapeute européen, mais pas en France, je suis simple thérapeute du fait de la loi. Mais donc, je suis intervenue pendant 4 ans au service d'aide aux victimes, donc j'avais plus forcément des victimes, hein, aussi bien des victimes de vol, d'agression, d'accidents que de viols. Voilà. J'ai aussi beaucoup de familles qui me sont orientées par des pédiatres ou des orthophonistes et qui vont venir chercher comment est-ce qu'on peut accompagner cet enfant qui est en souffrance pour qu'il aille mieux et que du coup aussi la famille aille mieux. J'ai également des couples. Alors, les couples, il y a plusieurs thématiques. Il y a les couples qui viennent parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils en sont. Et mon travail, c'est pas parce que je suis thérapeute de couple que je dois les amener forcément à rester ensemble. Je les amène là où ils veulent aller, hein. Moi, je suis juste un guide de haute montage, de haute montagne. On me dit je vais aller du point A au point B. Alors, je les accompagne du point A au point B. S'ils me disent on ne sait pas où aller, ben, je leur dis on va déjà lancer le mouvement, on verra bien où est-ce qu'on va. Il y a également la fameuse thématique sur laquelle j'ai travaillé et que j'ai abordée il y a 3 semaines sur une de mes vidéos, la relation extra-conjugale, équilibre ou déséquilibre dans le couple. Ça aussi, ça fait aussi beaucoup partie de ce que je reçois. Voilà. En gros, ça c'est pour la thérapie de couple. Les thérapies individuelles, il y en a de toutes sortes, hein. Il y a je traverse un mal-être. Il y a j'ai vécu un trauma. Alors derrière le trauma, il y a plein de choses, hein. Le trauma, c'est pas forcément un gros accident ou un attentat, hein. Le trauma, tout peut être trauma finalement dans la vie. Boris Cyrulnik le dit que chaque être humain dans la vie passe par différents traumas, hein. Ça peut être je me suis fait licencier, ça peut être j'ai pas réussi mes examens, ça va être je me suis ou la personne avec laquelle je suis ne veut plus de moi. Tout peut être trauma. Et donc, ça va vraiment être l'objectif, ça va vraiment être de travailler, d'accompagner ces personnes par rapport à ce type de souffrance. Il y a aussi celles qui cherchent plus l'ordre du développement personnel, c'est-à-dire qu'elles veulent vraiment travailler sur elles. La différence que je fais entre la thérapie et le développement personnel, c'est que la thérapie, on travaille sur une souffrance dans l'ici et maintenant. Et quand la souffrance, elle est atténuée, apaisée, je parle de la souffrance là maintenant qui fait vraiment mal à 10 sur 10, hein. Dans ce cas-là, on peut commencer après à travailler sur son moi profond. Qu'est-ce qui bloque? Où est-ce que j'ai envie d'avancer? Quelles sont mes croyances limitantes? Comment est-ce que je peux travailler pour être dans d'autres types de relations, etc., etc. Voilà, en très très résumé, le type de problématique que j'accompagne. Mais il y en a encore plein d'autres. Là, du coup, avec la période que l'on vit aujourd'hui, est-ce que tout ce que tu proposes, tu arrives à le proposer également en ligne, ou en tout cas de façon à distance, où il y a vraiment besoin que ce soit en présentiel à ton cabinet? Ça fait 2 ans que je travaille sur Zoom et que je propose des consultations. Les femmes qui m'ont demandé, je dis les premières parce qu'en l'occurrence c'était des femmes, étaient d'autant plus intéressées que c'était pendant la sieste du petit. Et que ça leur évitait d'avoir le petit dans les pattes à ce moment-là, et en plus de ça, d'être obligé de faire et l'aller et le retour. Donc en fait, on mettait le petit à la sieste, elle savait à peu près de quelle heure il faisait la sieste, et donc on avait 1 heure pour travailler. Donc ça a été mes premières demandes, et il y a plein de choses, que ce soit mon travail avec les bouchons, donc travailler sur les relations, que ce soit le bonhomme allumette, quels que soient les outils que j'utilise ici,
finalement, je peux les utiliser sans aucun problème en distanciel, c'est pas un souci. Par exemple, ce dont je te parlais tout à l'heure, j'ai été également formée à l'EFT et également à l'IEP, qui est une digression de l'EFT. Donc l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui est une technique de tapotement au niveau de certains points de méridien et qui permet de pouvoir relancer l'énergétique dans le corps là où il y a des blocages. Eh ben, pas de souci, je peux le faire par Zoom et j'ai de très très bons résultats par Zoom, c'est pas un souci. Voilà. Par rapport à aujourd'hui, alors il y a beaucoup de personnes finalement qui veulent se reconvertir dans les domaines du bien-être, de l'accompagnement, du développement personnel, etc. Mais qui savent pas toujours forcément ce qui les inspire comme ça à première vue. Quel conseil tu aurais à donner à de futurs jeunes entrepreneurs qui auraient envie de se lancer sans trop savoir comment se diriger? Parce que j'ai l'impression que finalement pour toi, ça a été une succession d'évidences. Ça l'est pas forcément toujours pour tout le monde. On peut avoir une envie première et ne pas forcément toujours savoir comment se diriger pour se sentir vraiment à sa place. Qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre voilà, à ces personnes qui se sentent appelées par ça de façon générale sans trop savoir quoi exactement? À la deuxième partie où tu dis que ça a été une évidence, oui, ça a été une évidence, mais comme à ce moment-là, je n'étais pas forcément je ne prenais pas forcément en compte mon intuition, j'ai toujours pu trouver ici et là des personnes référentes, des personnes avec lesquelles j'ai pu échanger et qui ont pu me conforter sur certaines choses ou sur d'autres. Donc j'aurais envie de dire, d'autant plus que c'est des choses que j'ai déjà travaillées avec certaines personnes, prenez attache avec quelqu'un, vous levez votre téléphone et vous demandez autour de vous, ça veut dire là où vous êtes aux alentours de là où vous habitez, est-ce que quelqu'un pourrait vous recevoir, faire par exemple 1 ou 2 séances de coaching avec la volonté de où est-ce que je peux aller? Il y a également par exemple les bilans de compétences qui peuvent être aussi aidants sur quel type de métier choisir. Et puis, allez-y au culot. Moi, j'ai des personnes qui m'ont téléphoné pour me dire, voilà, je ne sais pas trop quoi faire, etc., etc. Et on a pu changer et j'ai pu juste donner quelques pistes de métiers qui existent en fonction de ce qu'ils exprimaient. Je crois que le plus important dans la relation d'aide aujourd'hui, c'est de savoir déjà est-ce qu'on veut être libéral ou pas, c'est de savoir est-ce que vers quel type de population on veut s'adresser. Il y en a qui vont être plus s'adresser au monde du handicap, d'autres qui vont être plus intéressés par le monde de la personne âgée, d'autres de la précarité, d'autres des enfants, etc., etc. Et ensuite, d'essayer de voir quels sont les différents métiers qui existent. Internet, Mister Google est là et il nous aide bien comme il faut. Puis sinon, n'hésitez pas, j'ai envie de dire, ou à prendre contact avec certaines écoles ou avec certains professionnels qui, je pense, 10 minutes de leur temps, c'est pas trop un souci, juste pour au moins donner des pistes. En tout cas, moi, je sais que je l'ai déjà fait. Okay. En quoi ce que tu fais aujourd'hui et la façon dont tu l'as fait évoluer fait réellement sens pour toi? Parce que je crois qu'aujourd'hui, je suis à ma juste place au juste moment. Et que ça n'a pas été, même si en théorie ça a été évident, je reste quand même une femme mariée, mère de 3 enfants, avec forcément donc des responsabilités. Et que j'ai accepté que les choses se développent à leur rythme et que j'ai eu une chance incroyable. C'est que mon mari m'a toujours dit tu t'éclates dans ton boulot, c'est le plus important pour moi. Donc il n'a pas forcément cherché le salaire intégral qui rentre. Il a préféré privilégier mon bien-être et mon épanouissement. Et du coup, j'ai eu cette chance de pouvoir à la fois mener de front ma vie de mère, ma vie de femme et ma vie professionnelle. Et là, mais quand je dis là, c'est là maintenant. Je suis à un tournant de ma vie où j'ai exposé à mon mari et à mes enfants que maintenant, voilà, je sentais physiquement que j'avais besoin d'avancer. Maintenant, le grand a 20 ans, la moyenne elle a 18, la dernière elle a 12 ans. Ouais, ça y est, on n'a plus besoin de maman comme au tout début. Et donc maintenant, choup, je pars à Paris 1 fois par mois. Donc voilà, j'ai vraiment eu cette chance. Mais j'ai eu aussi la chance de pouvoir me donner les moyens, la chance de pouvoir, par exemple, la formation en constellation, de pouvoir attendre 8 ans, quoi. C'est pas rien.
Mais là, maintenant, c'est au bon endroit, au bon moment, avec le bon groupe, avec le bon prof, avec… Tout est aligné. En fait, je me sens aujourd'hui véritablement alignée avec ce que je suis intrinsèquement. Si j'ai répondu à ta question. Oui, complètement. Non, je te remercie de partager ça parce que c'est vrai que ça peut être le questionnement de beaucoup de femmes qui soient, enfin voilà, qu'on soit mère célibataire ou qu'on soit même célibataire tout court ou en couple, enfin peu importe. C'est vrai que ça peut être un grand questionnement de se dire oui, alors en étant à mon compte, comment je vais réussir à trouver un équilibre finalement entre tous les rôles de notre vie. Le soutien n'est pas toujours forcément là. C'est pas évident d'arriver à faire des compromis parfois entre ce à quoi on se sent vraiment appelé et puis ces contraintes en termes de temps et puis en termes de finances aussi également. Comment tu pourrais conseiller comme ça, alors de façon vraiment synthétique, mais les femmes qui ressentent, alors qui soit ont des dons qui se sont révélés ou peut-être dont elles ont connaissance depuis toujours, ou qui se sentent vraiment appelées, sentent qu'elles ont une vraie valeur ajoutée à apporter aux personnes d'une façon ou d'une autre, même si cela mérite une formation complémentaire, etc. Et qui n'osent pas forcément franchir le cap parce que voilà, tout plein de questionnements et puis de peurs auxquels on se confronte aussi dans des choix qui sont des choix de vie comme ça. Comment tu pourrais les aiguiller un petit peu par rapport à tous ces questionnements-là? Alors, le premier aiguillage que je donnerai, c'est un aiguillage très concrético-concret, puisqu'il y a un organisme à Colmar qui s'appelle l'Association Hors du commun, et qui a, il y a 2 semaines de ça, fait un live qui est accessible à tout le monde sur comment devenir une licorne. Et en fait, c'est quoi? C'est comment est-ce que quand je suis mère de famille et que j'ai envie justement d'aller vers une reconversion professionnelle, comment est-ce que je peux trouver des pistes? Et donc, je vous invite, c'est pas l'association, si c'est l'association Hors du commun à Colmar, et je vous invite à aller sur leur page Facebook et déjà de regarder ce live qui était juste fabuleux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que même si j'ai conscience que ma place, elle n'est pas forcément là où je suis, qu'elle est ailleurs, que mon âme professionnelle, elle n'est pas dans ce que je fais, mais dans autre chose, mais que aujourd'hui, clairement, je ne peux pas faire autrement, je dirais que le simple fait déjà de commencer à préparer, de réfléchir à ce que je veux faire, de faire des recherches, de bouquiner, parce que bouquiner en amont, c'est pas incompatible avec le fait de poursuivre l'activité que j'ai en cours. Ça permet déjà de temporiser et de dire, OK, je ne peux pas tout faire maintenant. J'ai bouquiné des bouquins en constellation familiale avant même de démarrer ma formation, parce que j'en avais très envie, mais que ce n'était pas le moment. Et c'est vraiment ce que j'aurais envie de dire, c'est le simple fait d'être déjà dans la démarche, d'amorcer quelque chose de différent, d'amorcer du changement, de chercher ce qu'on voudrait faire différemment, et ben même si aujourd'hui et maintenant je suis dans un boulot qui ne me plaît plus, rien ne m'empêche de trouver une forme d'équilibre en préparant le terrain pour plus tard. C'est pas grave si on n'a pas tout de suite et maintenant. On a aussi le droit de faire désirer les choses. Qu'est-ce que Et toi, c'est vrai que je me rends compte que, je complète ton propos, je n'aurais peut-être pas investi avec autant de passion, d'ardeur, etc., si je n'avais pas patienté ces 8 ans qui m'ont permis d'avoir accès à poser ma constelle 4 fois l'année dernière avec une femme formidable, Anne van der Schuren, qui maintenant est en Belgique, mais qui, enfin, ça a été un cheminement justement qui fait que j'ai abouti là. Donc, je dirais que c'est pas plus mal de travailler ce dont on a envie et de ne pas l'avoir tout de suite. Ça donne encore plus de poids, ça donne encore plus de… c'est bon, je veux dire, c'est comme quand on prépare un plat et qu'à chaque épice qu'on avance, on se dit, mais waouh, j'aimerais déjà être en train de le goûter. Mais non, là, je suis juste en train de le… Bon, j'adore cuisiner, donc je peux forcément donner cet exemple. Hein. C'est ça, c'est en fait, tu commences, tu ouvres tes placards, tu dis ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, ça me botte, parce que je cuisine sans recette de cuisine. Et puis tu te dis, voilà, je suis en train de faire avancer ma recette, je voudrais déjà être à la fin et goûter, mais juste ce cheminement, il est juste fabuleux, quoi. Quand tu sens ta cuisine qui se remplit d'épices, quand tu sens que la sauce, elle est en train de prendre, quand tu sens que ton repas, il est en train de ressembler à ce que tu voudrais. Déjà ça, c'est fabuleux. Déjà ça, c'est… Alors, quand tu te mets à table, c'est l'éclatement des papilles.
Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté, tout ce cheminement, toutes ces formations que tu as faites, au-delà de ce que tu as pu apporter à chaque fois en complément à tes clients, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté pour toi dans ton propre développement personnel? Euh, Être encore plus juste. Je pense que toute notre vie, c'est un chemin vers nous. Et ça me permet de continuer à avancer sur mon chemin, mais en étant encore un peu plus alignée qu'avant. C'est une richesse. C'est une richesse et cette richesse, je la retrouve quand j'accompagne les personnes, quand j'accompagne mes patients et que je vois, j'ai une image en tête de la semaine dernière où je vois la personne que j'accompagne avoir un déclic, comme ça, une prise de conscience et que d'un seul coup, tu vois les yeux qui brillent et tu dis waouh, il y a un truc à décanter. Mais c'est aussi riche pour elle que pour moi parce que tu assistes en fait à l'éclosion d'une fleur. Voilà. Et forcément, si moi je suis au clair avec moi, et je le suis d'autant plus que en tant que professionnelle de la relation d'aide, ben, je suis en plus dans une supervision, donc je fais en sorte de ne pas faire de projection. Donc je peux encore plus être admirative et touchée, parce que ce sont vraiment des séances qui sont très émouvantes de voir la personne éclore. Voilà, une fleur qui éclore, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Voilà. Qu'est-ce qui était si important pour toi dans le fait de te former aux constellations familiales? C'est un outil que je connaissais depuis très longtemps et qui m'a parlé tout de suite parce que il règle parfois en une séance des choses qu'on met très longtemps à parler. Et avec la constellation familiale, il y a autre chose qui se joue. Pour reprendre mon Zoom de la semaine dernière, qui a été waouh, Gérard Fossat, donc un des formateurs, nous dit que Bert Hellinger, qui est à l'origine de ce concept, explique que les constellations familiales doivent être simples, comme si on s'adressait à un enfant, puisque quelque part on va réparer l'enfant intérieur, et que ça s'adresse à l'âme. On s'adresse à l'âme de la personne. Et quand on parle d'âme, on ne parle pas d'âme religieuse, on parle d'âme dans l'universalité du concept. Et le concept de l'âme, donc du moi profond, qui n'a pas pour moi d'autre appellation possible que l'âme, il n'y a que par ce biais-là que j'arrive à le trouver. Et j'ai effectivement pu le vivre, j'ai vécu ça. Une constellation qui a permis l'éclosion de quelque chose d'absolument fabuleux au sein de ma famille. Et j'ai trouvé, je veux dire, ça a été encore plus une évidence. Voilà. Donc c'est vraiment le fait que les choses puissent se décanter. Alors c'est pas non plus un miracle, même s'il y a des fois où c'est pas très loin, mais voilà, c'est des choses qui passent, qui vont au-delà de la parole, parce qu'à un moment la parole, elle est plus suffisante. Et même les métaphores ou les objets flottants sont plus suffisants. Et là, on passe par une expérimentation parce que vraiment, on ressent les choses. Les gens sentent les choses pour eux, ils ressentent des nouvelles choses et on vit des choses. Et ouais, c'est vraiment l'âme qui est touchée. Et oui, c'est moi. Enfin, ça me correspond complètement. Pour les personnes que ça pourrait intéresser, parce que c'est vrai qu'on peut connaître que de nom, parce qu'on en parle beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur concrètement comment ça se passe quand on a le souhait d'expérimenter une constellation familiale? D'abord, on l'expérimente pas une constellation, on la vit. On peut pas y aller en touriste. C'est pas possible. C'est pas possible. En fait, la constellation familiale, elle part du principe qu'on est tous branchés à un inconscient collectif. Et donc, il va y avoir un groupe. On va dire qu'il y a 10 personnes et qu'il y a des gens qui veulent réparer, qui veulent aborder, poser leurs problématiques, et il y en a d'autres qui sont simplement représentants, c'est-à-dire qui veulent travailler, mais pas sur eux, même si finalement ça a un impact. Et donc, je vais dire, je veux travailler, ce matin, j'avais tout à l'heure en Zoom quelqu'un qui disait, je veux travailler le deuil de mon père. OK. Donc, ce qui n'est pas fait, etc. Donc, lui proposer de choisir, je fais court au niveau du processus, hein. Après discussion, interview, pour avoir un maximum de renseignements, où on monte sur plusieurs générations, hein, sur 3 générations.
puisqu'on peut travailler aussi bien sa famille d'origine que sa famille actuelle. Donc, on va lui dire, voilà, dans l'assemblée, choisis quelqu'un pour représenter ton père, choisis quelqu'un pour représenter ta mère, et toutes les personnes qui sont importantes dans le système familial. Okay, et ensuite, au niveau de l'espace qu'on aura, la personne qui va poser sa constellation va aller amener les personnes là où son âme lui dit que c'est le plus juste. Donc, elles vont être dispersées dans la salle. Là, pour la personne, ça a du sens, mais ça n'a pas du sens avec ça, ça a du sens avec ça. Et puis, l'objectif, finalement, c'est de réparer quelque chose qui, à un moment, a été interrompu, de revivre les choses différemment. Et du coup, ça permet de travailler des problématiques qui sont très profondes, qui sont parfois très ancrées, et redonner vie pour qu'il y ait une lecture qui soit différente. Parce qu'en fait, le plus compliqué, ce n'est pas les faits, c'est la manière dont on les appréhende. Donc, on va quelque part rejouer quelque chose, même si ce n'est pas du faire semblant, parce que les gens ressentent véritablement des choses. C'est pour ça que je dis que même les représentants vont exprimer, voilà, je suis le père et je ressens telle et telle chose. Même si le père est décédé et qu'il est mis dans un coin de la pièce, je ressens ça, je me sens en paix, ou alors je me sens triste, ou alors etc., etc. En fait, chaque personne se rend compte qu'il ressent quelque chose. Et c'est juste fabuleux parce que c'est vraiment un travail d'âme à âme. Et c'est vraiment un outil très puissant. Voilà. La seule chose que je dirais, c'est que comme tout ce qui est alternatif, c'est juste de faire très attention à l'endroit où la personne a été formée et de s'assurer qu'elle a une formation qui tienne la route. Comme ce ne sont pas des diplômes qui sont homologués, entre guillemets, n'importe qui peut écrire sur sa plaque constellation familiale, kinésiologue, etc., etc. Donc, la seule chose que je dirais, parce que je travaille ici dans la plateforme pluridisciplinaire que j'ai montée avec ma collègue, je travaille avec une kinésiologue et c'est vrai que c'est important de faire très attention à est-ce que la personne a été est supervisée, est-ce que l'école où elle a été, c'est une école qui tient la route. Est-ce qu'elle a suivi sa formation jusqu'au bout? Ce sont aussi des gages de garantie, des gages de sérieux. Voilà. Donc, faire attention où on met les pieds à chaque fois. Par rapport à toutes les personnes qui peuvent venir te voir en ce moment et puis depuis quelques mois, dans toute cette année 2020 qui a été très tourmentée et particulière. Et qui n'est pas finie et qui nous amènera sûrement son lot de surprises aussi plus tard. Quel est le message que tu voudrais livrer aux personnes qui sont en chemin, qui peuvent se chercher, être challengées un petit peu dans leur vie, qui ne savent pas forcément trop comment être aidées, ni s'avouer peut-être parfois que on peut avoir besoin d'aide, qui ne savent pas forcément quel type d'aide ils sont OK d'accepter. Voilà, quel message tu aurais envie de livrer par rapport à toutes les personnes que tu peux déjà accompagner et ce que toi tu peux percevoir par ailleurs de ce qui est en ce moment? J'ai un très gros défaut, monstrueux. Je suis monstrueusement optimiste. C'est-à-dire que pour moi, et je le dis très souvent dans mes vidéos, donc du quart d'heure, tout est opportunité. Et je crois que dans chaque chose, on peut y trouver quelque chose de positif, à condition de regarder du bon angle et avoir envie de regarder du bon angle et avoir envie d'être dans la phase aujourd'hui. Mais je sais que c'est pour apprendre quelque chose que je vais utiliser plus tard. Je sais que c'est pour cheminer vers moi-même et pour être plus forte après. J'accepte qu'aujourd'hui, je suis en train de prendre cher. J'accepte qu'aujourd'hui, j'ai très mal, que je vais mal. Mais j'accepte aussi que si je vais très mal, j'ai le droit de me faire aider. Et se faire aider, ce n'est pas un manque de faiblesse, comme beaucoup le pensent. Il faut énormément de courage pour lever son téléphone et demander de l'aide. Il faut énormément de courage. Je suis admirative à chaque fois que quelqu'un lève son téléphone pour prendre rendez-vous avec moi. Et je suis encore plus admirative, tiens-toi bien, parce qu'entre la première et la deuxième séance,
je ne donne que très rarement un autre rendez-vous. C'est-à-dire qu'à la fin de la première séance, ils ont compris comment je fonctionnais et je leur donne la possibilité de me rappeler, même si c'est dans 1 heure, même si c'est le lendemain, même si c'est dans 1 semaine, de me rappeler pour que vraiment ils soient acteurs de leur thérapie, parce que c'est vraiment un engagement, en tout cas que moi, je ne prends pas à la légère. Et je suis d'autant plus admirative, du coup, quand ils relèvent le téléphone pour reprendre un rendez-vous avec moi. Et je trouve ça courageux comme c'est pas permis. Donc, accepter dans un premier temps d'être malmené, mais l'objectif, c'est pas de souffrir à 10 sur 10. Souffrir à 4 ou 5 sur 10, ça suffit amplement pour avancer. Et pour pallier les 5 de différence, on n'est pas obligé d'avoir recours au médoc, sauf si vraiment c'est une nécessaire nécessité. Hein. Mais par contre, il y a des alternatives et le simple fait de demander de l'aide et de travailler sur soi, c'est déjà génial. Donc voilà, acceptez d'avoir mal. Dites-vous que l'univers ne vous a mis dans les pattes que ce que vous étiez en capacité d'affronter et que dans quelques temps, vous aurez une jolie cicatrice et que cette cicatrice, elle sera la preuve qu'il y a eu quelque chose. Mais si cette cicatrice, elle est belle et qu'elle est refermée, elle est la preuve qu'il y a eu quelque chose, mais que je l'ai dépassée. Et ce qui fait de moi une warrior. Voilà. Et voilà, si j'ai un message, c'est ça. C'est ne restez pas seul, faites-vous accompagner, même si voilà, ça demande énormément de courage. Et on peut avancer sur son chemin sans être obligé d'avoir mal à 10 sur 10. 4 ou 5 sur 10, ça suffit largement. Ouais, comme Voilà. tu dis, effectivement, il n'y a pas besoin de toucher vraiment le fond et d'aller vraiment mal pour voilà, attendre le burn-out ou d'être vraiment en dépression ou quoi. Après, chacun fait comme il peut, du mieux qu'il peut, au moment où il peut, et Exactement. c'est OK aussi, mais à partir du moment où vous prenez conscience que vous sentez que vous pataugez un peu tout seul, que c'est compliqué, que vous vous sentez dans une impasse, voilà, en tout cas que les choses n'avancent pas comme vous voudriez, que ça vous affecte profondément, n'attendez pas en vous disant que ça va passer, etc. C'est rarement le cas et c'est vrai que c'est mieux les choses sont prises en main et en conscience tôt et plus le cheminement se fait quand même dans les meilleures conditions. Donc effectivement, Ouais, c'est c'est ça. bien. On n'est pas obligé d'accoucher dans la douleur de la première contraction jusqu'à la délivrance. Hein. Il y a des alternatives quand même. Effectivement, Par contre, il est aussi important d'enlever cette croyance selon laquelle forcément commencer un travail, ça prend 10 ans. Non. Je veux dire, on n'est plus du tout dans ce genre de thérapie où il fallait du long terme. On peut déjà, en quelques séances, faire basculer certaines choses. Je veux dire, moi, je ne garde pas mes patients 15 ans, de loin pas. Je les vois quelques séances, peut-être parfois une dizaine et encore. Et puis, ils peuvent revenir 1 ou 2 ans plus tard parce qu'ils ont rencontré une difficulté, ils ont besoin d'un débrief, etc., etc. Mais il y a déjà des choses qui s'amorcent. Je veux dire, le parallèle que je fais souvent, l'exemple que je donne, c'est l'antibiotique. Je vais pas mieux à partir du moment où j'ai fini de prendre les antibiotiques. Hein. Je vais mieux à chaque prise d'antibiotiques. Eh ben, c'est un peu ça. Et on n'est plus, comme dit, sur des thérapies qui sont au long terme. Le développement personnel, c'est autre chose. Hein. Et bien sûr que ça peut prendre plus de temps. Et c'est pas grave, on attend, on a toute une vie pour ça. Mais la thérapie, c'est-à-dire aller voir à l'intérieur de moi ce qui me fait mal, non, il ne faut pas 3 plombes. Ça peut parfois être en 3, 4, 5 séances. Et pas rapproché, hein, ce n'est pas 3 séances par semaine ou une séance par semaine. Hein. Une séance par semaine, j'en ai très rarement et je ne cours pas après parce qu'il faut du temps. Je veux dire, ce n'est pas parce on va aller plus régulièrement, 1 fois par semaine ou plusieurs fois par semaine, qu'on va aller plus vite. La psyché, elle a son rythme. Le corps, il a son rythme. Et c'est pour ça que, par exemple, tu vois, je trouvais le rapport à l'EFT et à l'IEP très intéressant parce que on va se reconnecter à son corps et voir ce que son corps il nous dit. Parce que les émotions, tout le monde n'est pas en capacité de verbaliser, de dire je ressens ça, je ressens ça. Non, mais par contre, je peux dire ça me fait ça dans mon corps. Donc, connecter les gens à leur corps, ce que Peter Levine appelle le felt sense, reconnecter les gens à leur corps permet d'amorcer d'autres choses. Et comme dit, il n'y a pas besoin de 20 ans de thérapie, quoi. C'est fini ça. Oui, effectivement, quand du coup on attend de toucher le fond, on a tendance à être très impatient que les choses évoluent en un coup de baguette magique. Donc, ça peut être rapide comme ça peut prendre un certain temps, donc ne pas être dans cette impatience
Et puis, reprendre aussi sa responsabilité quant à l'engagement que l'on met, quel que soit l'accompagnement, en fait, que ce soit du coaching, de la thérapie ou autre chose, de se dire que ben, chacun d'entre nous a ses techniques, ce que lui-même a appris, expérimenté, ses outils, etc. à vous apporter. Mais que la magie opère parce que vous souhaitez aussi qu'elle opère et parce que vous y mettez bah, toute votre volonté, puis même votre être là-dedans, que vous souhaitez Notre âme. exactement, que vous souhaitez vraiment transmuter ça, et puis vous délester de vos boulets et de tout ce qui vous empêche d'avancer, parce que c'est vrai que parfois c'est des choses que l'on garde depuis tellement longtemps que même si ça nous embête, bah, on est habitué, que ça peut faire un peu peur parfois de tout à coup se sentir super léger et de voilà d'avoir des états bah, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas eu le temps justement d'appréhender. Et c'est là aussi que du coup le fait de se faire accompagner fait tout son sens quand du coup on est bah, sur le point de réintégrer de nouveaux concepts, de nouveaux principes, de nouvelles habitudes, une nouvelle façon d'être et de se découvrir, comme tu disais, de faire bah, un pas de plus vers soi, d'aller se rencontrer, de prendre le temps de se redécouvrir bah, là où peut-être on ne se connaissait pas. Donc c'est vraiment Exactement. intéressant, effectivement, avec tous les outils qui peuvent vous être proposés. Et puis, si des fois vous essayez quelque chose et que vous voyez que ben, peut-être que ça ne vous apporte pas ce que vous souhaitez, ne pas être dans le de toute façon c'est nul, tu vois bien, je te l'avais dit, ça ne me convient pas, je suis pas faite pour ça ou je sais pas quoi. Et de vous dire qu'il y a autant de techniques que de personnes qui exercent et que ce n'est pas parce que bah, peut-être telle personne ne vous convient pas ou peut-être que telle technique ne vous convient pas qu'il n'y en a pas une autre à essayer. Alors, sans pour autant vous dire de toutes les essayer ou d'en essayer 15 et puis d'en être d'être au même point. Mais en tout cas, avoir la volonté de vous sortir d'une situation ou d'un mal-être ou de quelque chose que vous portez et que vous sentez voilà, comme limitant, en tout cas qui vous empêche d'aller vers là où vous avez envie d'aller. Et de simplement vous laisser porter par bah, ce qui vous inspire, par le hasard parfois, de tomber sur une personne qui nous interpelle et d'oser voilà, d'oser simplement, d'essayer voir bah, de quelle façon la vie peut parfois vous surprendre en vous apportant juste, comme tu disais, la bonne personne au bon moment. Parce qu'en fait, la thérapie, c'est pas simplement un outil. L'outil, il est secondaire. Mm. La thérapie, c'est d'abord de la relation humaine. Et on peut avoir 10 000 outils. Si on est une quiche en relation humaine, on peut avoir les meilleurs outils du monde, ça ne passera pas. Voilà. Je vais être basique, mais c'est vrai. Et on sait qu'on a des amis autour de nous qui ont une super écoute, qui sont peut-être pas formés à être thérapeutes, mais qui ont une telle qualité d'écoute je parle d'une écoute active, hein, je parle pas forcément d'une écoute passive, que voilà. La thérapie, c'est d'abord une rencontre. Et je crois que dans les métiers qu'on fait, si on n'aime pas les gens, on ne peut pas faire ce métier parce qu'on est obligé d'être authentique. Mm. On est obligé d'être authentique. Et les gens le sentent, je veux dire, ils sentent pertinemment est-ce que ce qu'on dit, c'est vrai, c'est juste avec notre énergie ou si on essaie de les pipoter. Ils le sentent. Donc, avant d'être un outil, on est d'abord des thérapeutes, donc des personnes qui voulons accompagner les gens et pas pour se réparer soi-même, pour les accompagner, pour se réparer eux-mêmes. Donc c'est d'abord, sauf dans certains cas particuliers, hein, je pense par exemple à la thérapie cognitive et comportementale, où là c'est vraiment axé pour certaines particuliers. Enfin, il y a des outils qui sont vraiment axés pour certaines problématiques, mais quand bien même, la thérapie, c'est d'abord le feeling avec le thérapeute et le thérapeute avec le patient. Parce que je sais très bien que si avec un patient ça passe pas, bah ça passe pas, je peux pas. Et donc je vais le dire, je vais amener tout doucement à aller vers quelqu'un d'autre. Parce que ça passe pas, parce qu'il y a quelque chose, je vais essayer de le dépasser, mais si ça passe pas, eh ben ça passe pas. Et j'ai une éthique suffisamment forte pour me dire non, je peux pas encaisser une séance si j'ai pas été vraie et droite dans mes baskets, c'est pas possible. Donc vraiment, la thérapie, c'est avant tout la relation et le feeling avec l'autre, Ouais, avant le reste. je te C'est remercie. d'abord ce que je vais co-construire avant de travailler. C'est l'affiliation, la co-construction de la relation.
Oui, complètement, parce que dans un accompagnement quel qu'il soit, hein, même si effectivement tu dis c'est qu'une séance d'environ 1 heure et demie, il y a vraiment besoin que ce lien de confiance se fasse et que la personne se sente vraiment à l'aise. Et comme tu le dis, ça va exactement dans les deux sens. Et des fois, ça fait pas, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas forcément voilà, de mental à mettre là-dessus, mais simplement avoir cette honnêteté, comme tu dis, et cette authenticité de dire, bah, écoutez, c'est pas contre vous, je vous en veux pas personnellement, mais je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas et je me sens pas à l'aise de vous accompagner dans votre démarche. Et effectivement, d'où l'importance aussi de développer son réseau en tant que thérapeute ou praticien ou peu importe, pour pouvoir ne pas laisser la personne quand même dans son désarroi et avoir toujours quelqu'un à lui conseiller si tant est qu'elle ait envie d'être redirigée. Mais en tout cas, avoir effectivement ce discernement et se faire confiance aussi dans ses ressentis, dans ses perceptions, pour pouvoir être au plus juste déjà avec soi-même, pour l'être avec son client. Alors, une précision, c'est vrai que moi j'ai eu cette chance qu'elle ne me soit jamais arrivée, mais parce que en amont, je suis supervisée. C'est-à-dire que quand je sens que dans ma relation à l'autre, il y a un truc qui n'est pas clair, la supervision, c'est un endroit où je peux aller déposer avec un autre professionnel, ce qui m'empêche d'avancer dans telle et telle thérapie. Et du coup, ça va simplement me renvoyer à quelque chose qui, chez moi, me pose problème. Et en ayant réglé moi ce problème, bah, du coup, je peux accompagner l'autre parce que j'ai dépassé ce qui, moi, me posait problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que autant le patient doit se sentir libre quand il est à l'aise ou non avec la relation avec son thérapeute, autant il faut que le patient se dise aussi, c'est pas parce que je paye que je vais avoir ce thérapeute-là. Le thérapeute, il a aussi le droit d'avoir ses limites, comme le patient a le droit d'avoir ses limites. Je crois que c'est aussi important. Oui, tout à fait. Comment on fait du coup pour te retrouver si on a envie de découvrir toute ta palette d'outils et tout ce que tu peux être amené à nous apporter dans différents domaines finalement de notre vie et des difficultés que l'on peut rencontrer? Comment on peut venir à toi? Alors, plein de manières. Mon site, formation-systémie.fr. Ma page Facebook, Au fil de moi. Vous me retrouvez également sur LinkedIn, Tipora Ifra. Et puis, surtout, si vous avez envie de faire connaissance avec moi d'une autre manière, je vous invite à aller sur la page Facebook Le Quart d'heure #LQH. Qui est donc la chaîne que j'ai cofondée avec Barbara, qui est coach Happy Good, coach, oh là là, coach, je ne sais plus quelle est la terminologie. Et donc de découvrir un petit peu quelles sont les vidéos qu'on a pu mettre en ligne depuis elle et moi plus d'1 an, puisqu'on a formé un duo pendant plus d'1 an, et de retrouver finalement les autres intervenantes, et donc du coup également mes interventions en solo depuis le mois de septembre. Donc le quart d'heure, #LQH, sur Facebook et sur YouTube. Voilà. Si avec ça vous ne me retrouvez pas, c'est que vous n'avez pas envie. Eh ben, écoute, pas de souci, je mettrai tous ces liens sous la vidéo pour que voilà, les personnes puissent te retrouver de façon facile en tout cas pour venir jusqu'à toi. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir partagé ton parcours, ce qui t'anime aujourd'hui et ta façon à toi de faire le pas aussi vers les autres à travers tout ce que tu proposes, notamment via les réseaux sociaux. Je trouve ça vraiment important de permettre aux personnes déjà de commencer à faire un premier pas vers elles-mêmes pour voir si ce que tu fais leur parle, comment ça leur permet d'évoluer et d'avoir la possibilité à un moment donné de se faire accompagner de façon plus personnelle si elles rencontrent ce besoin. Donc, merci beaucoup de faire ce que tu fais Merci Anne-Claire de m'avoir invitée. avec autant de joie de vivre. Je trouve que c'est important surtout aujourd'hui, j'ai envie de dire, d'avoir vraiment cette joie et de véhiculer ça, cette joie, cet optimisme et d'être dans une relation d'aide, mais aussi d'entraide dans tout ce que l'on peut finalement collaborer avec d'autres professionnels avec qui le courant passe et de développer aussi comme ça un réseau. Donc voilà, je suis très heureuse que tu fasses partie de ces femmes de lumière-là. Et merci beaucoup d'avoir Merci. partagé tout ça avec nous aujourd'hui.
Merci Anne-Claire. J'espère que cette interview vous aura inspiré. N'hésitez pas à aller voir sur les différents liens qui vous seront proposés. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt pour une prochaine interview.